Tout le monde, mon nom est Yasha Sweet. Je suis gestionnaire des services aux patients à la Fondation du Rhin, filiale de la Colombie-Britannique et du Yukon. Et c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au coin des aidants. Nous sommes vraiment honorés que chacun d'entre vous se joigne à nous aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais que vous voyiez, voir avec vous comment vous faites participer à cette séance. Vous pouvez écrire vos questions dans la fonction questions et réponses et nous allons essayer de répondre à la grande majorité des questions. Et vous avez aussi la possibilité de poser des questions en direct à la fin et vous pouvez aussi nous envoyer par courriel les questions. Donc, si vous avez des commentaires généraux, vous pouvez les écrire dans cette fonction. Donc, nous vous proposons cette session dans les deux langues en utilisant la traduction simultanée. Vous pouvez choisir l'anglais ou français, dépendamment de la langue qui est parlée. N'oubliez pas que la Fondation du Rhin n'est pas en mesure de donner des conseils médicaux. Pour obtenir des informations spécifiques à votre situation, veuillez consulter votre équipe de soins. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet qui nous tient à cœur, les soins aux patients atteints de maladies rénales. Il s'agit d'un aspect essentiel des soins de santé qui souvent ne reçoit pas l'attention qu'il mérite. Notre objectif est de mettre en lumière les expériences, les défis, les réussites des aidants qui apportent un soutien inestimable aux personnes atteintes de maladies rénales. Avant de plonger dans l'action, je voudrais vous donner un peu un survol de ce que nous allons faire. On a 5 personnes vraiment remarquables qui seront avec nous aujourd'hui. Les présentateurs vont se présenter et on a aussi créé une présentation visuelle pour que vous puissiez les voir. Et c'est vraiment une façon pour nous de faire un lien entre les visages et des histoires remarquables. Aujourd'hui, la rencontre d'aujourd'hui nous permet de regarder vraiment le parcours de plusieurs personnes et c'est moi qui vais modérer, animer cette partie de la séance. Et ensuite, nous entendrons les histoires de soignants. Et vous pourrez poser vos questions à la fin, lors de la séance de questions à la fin. Donc, sans plus tarder, donc, donnons la parole à nos présentateurs. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à notre présentatrice, Judy. Merci, Yash. Mon nom est Judy. Je suis de Nanson, en Ontario. C'est à 2 heures au nord-ouest de Toronto. Mon mari qui est ici est la personne à qui je prodigue des soins. Peut-être qu'il vous dirait autre chose, mais c'est moi qui lui prodigue des soins. Nous avons un couple qui a eu plusieurs expériences avec les maladies rénales dans sa famille. De Tom, sa mère, frère, sœur et notre fils aussi et notre Tom ont tous eu des greffes de reins. En fait, Tom en a eu deux. Sa première était en 2002. Malheureusement, 17 ans plus tard, ça n'a plus fonctionné. Donc, j'ai été donatrice. Donc, vous voyez ici le jour où on a eu la greffe. Ça fait près de 3 ans. Ça a pris à peu près 1 an avant que ça puisse se produire. C'est seulement 1 an, 1 mois avant la COVID qu'on a été déclaré compatible. Donc, il y a eu des délais. Moi, j'aime beaucoup marcher. C'est ma façon de gérer mon stress. Et j'ai joint aussi la Fondation du Rhin il y a à peu près 1 an et je suis impliquée dans les différents groupes de soutien et c'est vraiment un grand plaisir pour moi de rencontrer des gens de partout, partout au pays et maintenant que c'est ouvert pour plusieurs autres personnes. Et donc, je suis ici, il me fera vraiment plaisir de vous donner toutes sortes de conseils et partager mon expérience. Merci, Judy. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Joshi. Joshi, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. Hi everybody, my name is Joshi. Bonjour, mon nom est Joshi And et moi, je I prodigue des soins à ma work along mère. with me. Mon My père mom ne takes vit pas care of avec family. moi. We have Ma mère vit avec mon père et il homes s'occupe medical. They're not very well d'elle à la accessible, so I maison. Mais moi, manage je m'occupe that. de tout ce qui est médical And parce qu'ils sont pas très bien my dad à works l'aise avec and le take système de care of santé. him Donc, with my je mom, m'occupe together with aussi my mom. de mon père et de ma We mère are ensemble, both finalement. Donc, je daughters as well. suis aussi My soignante, father proche is aidante à on la Fondation du Rhin. internal Mon dialysis père a for été en 18 months. dialyse He's 18 hôpital. months now. Ça fait 13 He mois qu'il est is en waiting for dialyse. a transplant. He's 17 Il years attend old.
une greffe. Je cherche aussi un donateur pour mon père. Donc, il a 3 enfants. Euh, c'est difficile d'avoir une famille aussi nombreuse et personne d'entre nous peut être un donateur pour mon père parce que nous avons eu des infections aux reins, diabète, problème de... Donc, c'est difficile pour nous. Ma mère était pas compatible non plus, donc ça aussi, ça a été difficile. Il a 4 petits-enfants et comme vous pouvez voir, il adore sa maison, il adore son jardin, il adore être dehors, il adore la famille. Enfin, je suis aussi sur un comité avec le docteur Jack Gillett. Je connaissais rien des maladies rénales avant que mon père soit diagnostiqué. Et me voici ici aujourd'hui en train de dans la communauté aussi, en sensibilisant les gens aussi. Ça a été tout un parcours, disons-le comme ça. Et je suis ici pour parler des soins. Et si vous avez des questions, je suis là. Je vous repasse la parole, Yash. Ah, on est tellement contente de vous avoir ici, Joshi. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Erwin et qui va se présenter. Bonjour tout le monde, mon nom est Erwin Scheisse. Je suis basée à Ottawa. Je suis proche aidante pour ma mère. Ma femme, pardon, elle a été diagnostiquée en 2016. Son médecin de famille prenait sa retraite et il allait fermer son bureau et il a trouvé euh, entre le moment où il a fermé son bureau et on a découvert que ma femme avait une maladie rénale, bon, il y a du temps qui a passé. Donc, il y a eu un test qui a été fait qui a démontré qu'elle avait la maladie. Ça, c'était en 2016. Ça a été un peu une surprise pour nous. On a continué notre vie jusqu'à il y a 2 ans et demi, alors que sa maladie rénale s'est un peu empirée. Ses fonctions rénales ont baissé au point où on nous a dit qu'il fallait que Cathy fasse de la dialyse. Ici à Ottawa, on a une approche qu'on appelle l'approche boutique, si on veut, personnalisée. Il y a plusieurs cliniques. On a rencontré plusieurs spécialistes liés à la néphrologie. On nous a amenés à l'unité de dialyse à la maison. On en a appris sur les différentes modalités de la dialyse, sur la greffe aussi. Et il a été suggéré à Cathy on a suggéré donc une greffe préemptive. On a eu des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Et la mauvaise nouvelle, c'est que Cathy a eu un cancer du poumon. En fait, c'était une bonne et une mauvaise nouvelle parce que c'est un cancer qui est très insidieux et ceux qui reçoivent ce diagnostic, c'est souvent très avancé où il y a vraiment un grand impact sur la vie alors qu'on cherche une greffe. Donc, ils ont trouvé 3 petites taches sur les poumons de Cathy. Ils ont réussi à en enlever 2. Et suite à ça, Cathy a été retirée de la liste de transplantation, de greffe, pardon. Donc, on a été très chanceux d'avoir 2 personnes qui étaient compatibles avec Cathy. Et les 2 personnes étaient prêtes à attendre, en fait, qu'elle puisse revenir sur la liste. Donc, pour pouvoir aller être sur la liste d'attente, il faut prendre un médicament immunosuppressif. Donc, on est pris, en fait, entre l'arbre et l'écorce. Mais cela dit, Cathy est sur la dialyse parentale péritoniale depuis 2 ans. Elle travaille en fait à temps plein. Elle est médecin ici à l'hôpital. Moi, je suis à ma retraite et on est comme une compagnie de 2. Moi, je suis euh, le président, mais c'est vraiment elle qui gère tout. Et aussi, on a des petits-enfants.
qui aident vraiment leur grand-mère. C'est vraiment remarquable. Et on espère vraiment de les voir grandir. Donc, je vais passer la parole à la prochaine personne. Vous êtes tout un couple, vous et Cathy, vraiment. Je vais passer maintenant la parole à la prochaine personne qui est Cléo. Bonjour tout le monde, mon nom est Cléo et je vais parler de mon parcours qui a commencé à peu près 6 ans. Nous sommes en Colombie-Britannique, à Maple Ridge, mon mari et moi. On s'est mariés il y a 17 ans à peu près. Nous avons un fils adolescent. Nous venons de la côte est de Montréal, de mon côté, et lui, il vient de Toronto, et on s'est rencontrés ici en Colombie-Britannique. Nous, non seulement je suis sa soignante, sa proche aidante, mais on essaie de faire d'autres. On essaie de faire des choses comme aller à des concerts, des choses chouettes, des festivals, quand il a des bonnes journées. On essaie vraiment de sortir le soir, parfois au restaurant, quand on se sent bien. Donc, on continue à faire ces choses-là. Et avec le temps, alors que sa maladie a pris plus de place et on a eu de l'insuffisance rénale, donc mon parcours a commencé et notre vie a changé dramatiquement. Mon fils faisait du football, mais il nous a fallu aussi vraiment nous fier à notre communauté pour obtenir de l'aide. On est à l'extérieur de Vancouver et on va à l'hôpital à Vancouver pour dialyse. Il va peut-être 4 jours semaine en ce moment parce que c'est clair que nous voulons avoir une greffe. Donc, il essaie d'améliorer sa santé pour pouvoir être admissible à une greffe. Donc, je travaille aussi de la maison. J'aime beaucoup les concerts et j'aime aussi faire de la cuisine et aussi jardiner. Et pour en apprendre davantage, donc je vous repasse la parole, Yash. Merci, Cléo. J'aime beaucoup ces photos. Alors, notre prochaine personne qui est présente est Sharon. Sharon, mon nom est Sharon Ricalma. Je suis sur les terres algonquines de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Mari, Michael, a été diagnostiqué en 2018 alors qu'on a été envoyé à Saint Paul's Hospital à Vancouver. Et voici la première fois où j'essayais de laver ses cheveux à l'hôpital. On avait le shampoing qui coulait. Ma première tentative a été un désastre total, en fait. Et quelques années plus tard, dans l'année qui a suivi, en fait, on avait des chimio, dialyse, et on a aussi changé sa diète. C'était tout un défi. Il fallait aller à l'épicerie constamment, changer la diète. On avait aussi au niveau de l'approvisionnement, il y avait toutes sortes de défis d'amener ça à la maison ou quand on allait à des conférences, planifier les choses à l'avance, combien on avait besoin de boîtes. Ça prenait 3 jours pour se préparer pour une conférence d'une journée. Je suis allée à ma première marche pour la maladie du rein en 2018. Donc, des fois, ton partenaire est en dialyse et tu n'as pas le temps nécessairement de retourner à la maison, donc j'allais marcher. Je ne savais pas que j'allais être un jour sur le CA, le conseil d'administration. Nos plus grands défis étaient durant la COVID parce que comme proche aidante, j'étais souvent en plein hiver, il pleuvait, j'étais à l'extérieur de l'hôpital, je ne savais pas ce qui se passait avec mon mari, avec les problèmes, et au même moment, je suis devenue une proche aidante pour ma mère, donc je m'occupais de 3 personnes dans 2 maisons différentes et je me trouvais à l'extérieur, souvent à l'extérieur de l'urgence, la salle d'urgence. Ma grande crainte, c'était d'avoir les amener tous les deux en même temps à l'urgence. Ensuite, ma mère est décédée en 2021 et j'ai marié mon fils à une femme merveilleuse. Et mon mari a reçu une greffe du rein en 2022
jusqu'à ce qu'il y ait une insuffisance. Et on avait célébré notre 2e anniversaire de greffe et on était très heureux. Le soutien que je reçois, le plus grand soutien que je reçois, et c'est mes amis qui étaient là pour rire avec moi, et me prendre dans leurs bras et tout ce dont j'avais besoin. Donc, ça fait un certain temps que mon mari et moi, on est sur ce parcours. Ce parcours n'est pas terminé, même s'il a eu une greffe. On a toujours l'impression, on a souvent l'impression qu'on ne peut pas continuer, mais on fait un pas, un petit pas, même si c'est un tout petit pas, on continue. Merci. Merci, Sharon. Merci à chacun d'entre vous pour euh, ces témoignages. Ça nous aide beaucoup. Maintenant, je vais arrêter de faire mon partage d'écran. Maintenant qu'on a terminé avec les présentations, on va plonger dans la discussion durant la conversation au coin du feu. Donc, on va se pencher sur les différents parcours, sur les défis rencontrés et chaque personne aura la possibilité de partager. J'espère qu'on aura une belle conversation. Pour commencer, j'aimerais entendre vos histoires personnelles. Et j'ai une question pour Erwin. Est-ce que vous pouvez partager avec nous une expérience spécifique ou qui vous avez fait prendre conscience de l'importance de devenir aidant d'un patient atteint d'une maladie rénale? Oui, ça a vraiment commencé pour moi. Je ne comprenais pas vraiment les chiffres que le docteur m'avait donnés et lorsqu'on est retourné à la maison avec Cassie. Ça s'est clarifié un peu quand on a commencé notre éducation rénale. J'étais ébahie par la quantité d'informations que notre équipe de soignants partageait avec nous. C'était pas seulement voici, vous avez une maladie rénale et voici ce qu'il faut faire. On a appris un peu sur la physiologie, sur l'anatomie, sur la nutrition. Ils nous ont donné tellement d'informations et c'était presque une surcharge d'informations en fait. Je ne suis pas une personne stupide, loin de là, mais avec toute cette information qu'on a reçue, je suis vraiment contente d'avoir pris des notes. On nous a donné beaucoup d'images aussi, beaucoup d'informations à digérer. C'est pas une séance d'éducation d'une journée. On est allé à l'école pendant à peu près 3 jours complètes. Euh, on a rencontré des nutritionnistes, des travailleurs sociaux, des infirmières. On a appris aussi qu'il y avait des néphrologues qui sont généralistes, qui sont spécialistes en greffe ou autre. Donc, parle pas juste à un néphrologue, on parle à un néphrologue qui est spécialisé sur ce sujet qui est pertinent pour vous dans votre parcours à un moment donné. Donc, la chose la plus importante était vraiment le volume de matériel, de documentation qu'il fallait digérer pour pouvoir prendre soin de la personne qui a une maladie rénale. C'est pas juste prendre une pilule, c'est quelque chose auquel on s'habitue avec le temps et on nous rappelle l'importance de tout ça à chaque fois qu'on installe la machine de dialyse ou qu'on prend la pression sanguine et on réalise que, oups, j'ai mis un petit peu trop de sel dans ce ragoût. Il y a beaucoup de choses qui exigent cette formation, cette éducation qui vous ramène aussi. euh, on regarde toujours ses notes, on se pose toujours la question, est-ce que je fais la bonne chose? On retourne sur Google, on appelle la clinique. C'est une question de s'assurer qu'on a la meilleure information aussi, une information qui est mise à jour et on fait ce qu'il faut selon les directives de santé. Donc, l'auto-formation et les recevoir de formation, c'est vraiment très, très important comme soignant. Oui, Sharon, vous avez levé la main. Elle a quelque chose à nous offrir sur cette question. Oui, Sharon, allez-y.
Oui, je voulais dire, le plus grand défi, c'est de ne pas avoir le contrôle sur ce qui se passe dans ton monde tout à coup et pas savoir non plus. Donc, il faut s'assurer qu'on aille chercher l'information, l'éducation et poser les questions, écrire les questions parce qu'on passe pas à ces questions lorsqu'on est dans le bureau du médecin. On y pense seulement quand on arrive à la maison souvent. Et ça continue. Thanks, Merci. Sharon. Merci, Sharon. Cleo has her hand up, and then Cléo, vous Judy. avez levé la main et ensuite on aura Judy. Oui, merci. Je voulais juste ajouter à cela, sur ce qui a été dit, j'ai entendu plusieurs personnes parler de comment leurs proches ont essayé différents types de dialyse. On a essayé le péritonéal avec mon mari et ça n'a pas fonctionné. Et ensuite, on a essayé à la maison et c'était vraiment, on était dépassés, là. Ça nous a pris peut-être 3 mois d'entraînement, trois, 4 fois par semaine, je m'en souviens plus. Et une tonne d'informations. On était complètement débordés, dépassés, mais bon, j'apprends. Je vais apprendre, je vais tout écrire et je vais tout faire ça, mais c'est comme quand j'étais là-bas, ça allait et j'arrivais à la maison et j'étais vraiment dépassée et je me sentais isolée. Et ensuite, mon mari n'avait pas la dextérité pour essayer tous les contrôles sur la machine. Donc, c'est moi qui gérais la machine. Et je ne sais pas pourquoi il faisait partir l'alarme sur la machine régulièrement. Je ne sais pas pourquoi. Même quand on relaxait, on se détendait, on entendait la machine. Qu'est-ce qui se passe? Un problème de tension artérielle. On a Ça a peut-être duré 6 mois. C'était durant la pandémie. On s'est dit, essayons de le faire à la maison. Ensuite, je n'en pouvais plus. C'était trop lourd pour nous. Et comme vous disiez, moi, j'appelais toujours. Et parfois, les employés essayaient de nous aider, bien sûr, mais ils disaient, bon, des fois, ça ne nous aidait pas toujours. Et la compagnie. On utilisait Baxter. Des fois, les techniciens étaient plus utiles, ils savaient quoi faire. Mais pour moi, j'ai trouvé que c'était trop et j'ai trouvé que le soutien était plus adéquat à l'hôpital parce qu'il y avait une infirmière, il y avait de l'aide. Donc, il y avait 4 personnes au lieu de moi toute seule. Donc, ça a vraiment aidé. Ensuite, il faut vraiment regarder quels sont nos besoins comme proche aidante. Et moi, au début, je me disais, voyage, j'échoue. Euh, j'arrive pas, je suis pas à la hauteur pour lui, pour ma famille. Mais ensuite, il faut regarder nos propres capacités et comme équipe. Et socialement aussi, c'était mieux pour lui de sortir et d'aller à l'hôpital et de rencontrer des I gens. agree. Oui, je It's suis definitely a d'accord. learning curve, even C'est as a toute une caregiver. courbe You learn d'apprentissage, different things même every day. comme Before proche aidant, on apprend beaucoup. Judy's hand On up, a Judy qui a Judy, levé la main. moving on. Allez-y, Judy. To reiterate what everyone Oui, else has said, je vais réitérer tout ce qui a été dit. Être un proche aidant, c'est un travail 24 heures sur 24. On est là pour la personne toujours. Et avec mon mari, au début, on trouvait que c'était vraiment euh, on était complètement dépassés dans les années 90 quand il y a eu sa première insuffisance rénale. On a été très chanceux parce que 2 mois et demi après, il a eu une greffe d'un donateur décédé. Et ensuite, on a fait péritonéal, la dialyse péritonéale et chimio It's very en overwhelming. 2019. Et c'est But I'm going to say my très biggest piece of difficile advice pour tout le monde. Et is le meilleur conseil que je pourrais donner, ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a their second appris, set of ears. vous êtes leur deuxième paire d'oreilles parce qu'il y a tellement d'informations qu'ils reçoivent et ils sont aussi dépassés par cette information. Et si vous êtes capable, et je sais que je n'étais pas capable au début de la deuxième fois à cause de la COVID et tout, mais d'être capable d'aller au rendez-vous le plus souvent possible avec lui et d'être vraiment la deuxième paire d'oreilles. Et dans plusieurs cas aussi, être sa deuxième bouche finalement et dire aux gens ce que lui ne disait pas. Donc, c'est le meilleur conseil que je peux donner aux gens.
prenez la parole, dites ce qui se passe, racontez ce qui se passe. Merci, Judy, c'est vraiment super. Et je suis d'accord. Maintenant, je me pose la question, est-ce qu'il y a eu des changements dans votre dynamique avec votre patient atteint de maladie rénale au cours de votre parcours? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire au niveau du changement dans la relation? Je dirais que, étant donné qu'elle est psychiatre, elle parle toujours, ma femme. On passait beaucoup de temps à discuter. Je ne sais pas si c'est plus que d'autres couples, mais les conversations ont souvent une saveur un peu psychiatrique, peut-être parce que elle parle comme ça avec ses patients, mais je dirais en termes de dynamique, je pense que ça nous a renforcés un peu. Parce que peut-être que moi, je suis le soignant, hein, et comme Judy le disait, on est la deuxième paire d'oreilles et on est la deuxième bouche et tout. Moi, je suis plus sensible à ses besoins lorsqu'elle ne dit pas comment elle se sent avant ou après la dialyse. Et on a passé pas mal de temps à discuter de comment elle se sent. Elle fait une dialyse durant la nuit, mais on discute avant d'aller. Et comme Clio dit, ça peut être parfois assez difficile. Euh, elle dort avec durant certaines dialyses, moi non. Donc, la relation a évolué dans le sens qu'on passe plus de temps à discuter des choses. Avant qu'elle commence la dialyse, nous avions souvent des euh, conversations avec beaucoup de contenu, mais là, nous avons encore plus de conversations avec du contenu lorsqu'on part en voyage. Prendre 3 jours pour voyager pour une journée. On a fait ça aussi. Donc, beaucoup de nos conversations tournent autour de la maladie rénale, mais c'est pas parce qu'on n'a pas d'autre chose à se dire. Merci d'avoir partagé ça, Erwin. Judy, je pense que vous avez quelque chose à dire aussi. Sorry, I forgot to Judy, à vous la parole. Oui, j'ai oublié d'allumer mon micro. J'allais dire, Tom et moi sommes mariés depuis presque 40 ans. On ne s'est pas encore tués. Donc, je me dis, je pense qu'il n'y a rien qui a changé dans notre relation. On a une compagnie et on a à peu près 100 employés et on se voit 24 heures 24 sur 24. Lui, il va travailler encore tous les jours. Moi, je suis semi-retraitée. Mais encore une fois, on rentre dans un rythme et ça peut fonctionner, peu importe si les choses semblent complètement désespérées parfois, on en rit, on en pleure et on continue. On continue parce que c'est la réalité. Euh, et je pense que ça nous a rendus plus forts, en fait. J'ai dû aussi faire affaire avec mon fils, faire face à mon fils, et ça nous a donné aussi quelque chose de quoi parler, en fait. Et maintenant, il est père de 2 enfants et on continue à vivre. La maladie rénale, c'est une des étapes. Et je dis, plus on peut communiquer avec son patient, avec le soignant, mais il faut pas, quand les choses sont trop difficiles, il ne faut pas se tuer l'autre. C'est incroyable d'entendre que votre euh, relation s'est renforcée, en fait. Et Cléo qui a la main levée, je voulais aussi ajouter, je pense qu'au début, c'était très, très difficile. Nous étions vus comme un couple, je me sens pas très jeune, mais on était vus comme un couple un peu plus jeune. Et c'était difficile. On avait cette vie, on était toujours occupés, on était dans la communauté, très impliqués, on avait, avec notre fils qui faisait du football, donc c'était très difficile de passer
au fait d'être un couple très actif, devenir moins actif et comprendre les besoins de soignants. Et au début, c'était comme, ben non, tu es malade, maintenant tu peux plus tout faire ce que tu faisais. C'est pas facile. Je pense que c'est plus facile maintenant parce que on comprend mieux les choses et ce qui est bien, c'est qu'on se voit pas comme moi, je suis le soignant et toi, tu es le patient. Je lui ai dit qu'il fallait séparer tous, en fait, ce qu'on recevait à l'hôpital avant la COVID. Il, il était bénévole, il faisait ça un peu la même chose à la maison. Il dit, ah, est-ce que vous pouvez aller me chercher, tu peux me venir me chercher un café, etc. Je disais, ben moi, je suis ta femme, là, je ne suis pas juste un commis ou et on sortait, les gens pensaient que j'étais quelqu'un qui était l'aide de la personne embauchée. Et parfois, les gens me parlaient, ils ne lui parlaient pas à lui directement. Donc, parfois, il était faible et il devait utiliser une marchette ou un fauteuil roulant, mais les gens me parlaient à moi toujours, mais vous pouvez lui parler, il comprend très bien. Alors, c'est dynamique. Après les années, on a dû apprendre tous les deux. Et je dirais aussi d'aller chercher du soutien au niveau de la santé mentale, d'aller chercher une thérapie. Les deux en ont besoin, en fait, de son côté, parce qu'il traverse tout ça. Et moi aussi, il faut que j'aille voir ce qui se passe avec moi et aller chercher des outils. Donc, c'est un autre aspect de notre parcours. Absolutely. Thank you, Cleo. Absolument. Merci, Cléo. Honnêtement, tu as besoin de temps pour comprendre les nouvelles dynamiques et à la fin de la journée, c'est un travail d'équipe avec vous et votre mari et vous travaillez ensemble comme équipe. Alors, c'est merveilleux. Merci d'avoir partagé. Alors maintenant, Irvin, à toi. Oui, c'est drôle la façon que Cléo a mentionné ce qu'elle a mentionné. Ça m'amène à penser qu'on ne peut pas contrôler ce qu'on peut contrôler, mais on peut contrôler notre réponse à ce qui nous arrive. Et la maladie rénale se produit tout seul et on peut seulement accepter et le gérer avec la dialyse et avec la transplantation. Et en tant que soignant, on a nos propres besoins personnels. Et une des choses qu'on a discutées dans le groupe, je fais du soutien avec les pairs. Si on ne s'occupe pas de soi-même, on ne pourra pas s'occuper de nos bien-aimés. Alors, ce n'est pas d'être égoïste, de dire j'ai besoin de sortir, ou ce n'est pas égoïste de dire j'adresserai tes besoins lorsque je vais avoir fini ma tasse de café. Finissez votre café, les heures que vous pourriez prendre, si ça peut vous apaiser ou de briser votre routine de soignant. Et cela vous donne de l'énergie pour retourner dans la routine du soignant. Absolument, Irvin. Et cela me mène à ma prochaine question et c'est très connecté à ce que vous venez de mentionner. Et je me demandais, je suis curieuse à savoir si vous, en tant que proche soignant, si vous aviez un système de soutien spécifiquement, avez-vous des ressources que vous avez utilisées qui vous ont soutenu dans votre cheminement de soignant? Je dirais que j'appelle ça un deuxième filet. Et ce sont nos membres de famille, le frère de Cathy, nos nièces et neveux, nos filles et même nos petits-enfants. Et ils ne prennent pas distance à cause qu'il y a un tube qui sort du ventre de leur grand-mère. Et ils ne posent pas de questions à propos du volume de boîtes que nous rentrons dans la maison lorsqu'on les visite. Ah oui, grand-papa et grand-maman viennent nous visiter et ils amènent tous leurs paquets avec eux, c'est tout. Alors, la stratégie de c'est- l'équipe de soins à la clinique sont là pour nous. La semaine dernière, on avait quelques difficultés avec la dialyse. Cathy avait une dialyse non complète pendant 4 jours et la clinique nous a, nous a aidé à trouver les problèmes les 4 jours qu'on a eu à revenir pour trouver les problèmes. À la fin,
On a découvert le problème et le problème était d'identifier et résolu. Et on a eu des appels de courtoisie de la part des travailleurs de santé qui nous soignaient pour nous demander comment ça allait. Vraiment chaleureux de recevoir ces appels. On s'y attendait, mais ils voulaient juste savoir si l'aide qu'ils nous ont fournie a été utile. Et on a beaucoup apprécié le fait qu'ils ont pris le temps de leur jour, un vendredi, et un autre nous a même appelé le samedi matin pour savoir comment ça s'était passé le vendredi soir. Alors, on est très appréciatif. L'équipe de soutien technique, c'est un deuxième filet, c'est la famille et les amis. Ils sont en arrière-scène comme deuxième filet, prêts à nous aider lorsqu'on leur demande. Ils savent qu'il se peut qu'on leur demande, mais qu'on leur demanderait seulement si c'était la dernière ressource. C'est vrai, et c'est toujours réconfortant de savoir qu'il y a quelqu'un sur qui on peut se fier et d'avoir ce réseau de soutien. D'accord. Alors, Judy, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Erwin a dit. L'équipe de santé, de soins que mon mari a obtenue, c'est phénoménal. Malheureusement, mon mari a attrapé la COVID 3 mois après la transplantation de notre donneur et littéralement, ça a failli le tuer. Il était à l'hôpital pendant 10 semaines sur un ventilateur et c'était merveilleux. M- ma travailleure sociale de transplantation m'a contacté à tous les jours et la travailleuse sociale qui est impliquée dans le département des soins intensifs m'a contacté aussi et c'était vraiment fantastique de voir l'équipe de soins de santé qui prennent contact si vous en avez besoin. N'ayez pas peur de le demander parce que c'est énorme. J'ai eu à l'apprendre de façon difficile. Lorsqu'il était à l'hôpital avec la COVID, j'ai laissé les choses me submerger et j'ai commencé à avoir à gérer de l'anxiété. Et j'ai appelé la ligne d'écoute pour que le gouvernement avait mis en place pour la COVID et c'était une des meilleures choses que j'aurais pu faire à l'époque. Ça m'a forcé à prendre contact et demander de l'aide et ça, c'était énorme. Alors, s'il vous plaît, demandez de l'aide et votre équipe de soutien de santé sont une des meilleures. Absolument. Demandez de l'aide, de levier, toutes vos ressources à l'équipe de santé, de soins. Ce sont de très bonnes suggestions. Maintenant, Shai, je te mets sous la lumière et je te pose la prochaine question. Je suis curieuse à savoir si ou comment tu soutiens une stratégie ou une approche spécifique qui s'est avérée particulièrement efficace pour surmonter les défis, ou plutôt, y a-t-il des ressources spécifiques qui ont joué un rôle crucial dans votre soutien en tant qu'aidant? Certaines personnes, on connecte et il y a des gens qui sont toujours là pour vous, peu importe. On peut les appeler à n'importe quelle heure, ils sont là. Et l'autre côté, c'est le réseau des familles et des amis. La majorité d'entre nous ont cela en place. Nos amis, notre famille veut aider. Il faut simplement qu'on leur dise ce que vous avez de besoin. J'ai pris des cours de danse il y a plusieurs années avant que mon mari ait eu des complications et on se tenait ensemble, on se soutient. Je pleurais avec eux. Encore, lorsque mon mari a eu besoin de transfusion, il n'y avait pas question. Ils ont tous dit, on est là, on donne du sang. On n'est pas le bon type, mais on donne du sang. Il n'y avait pas de question. Les membres de la famille étaient là pour nous et tout ce qu'ils avaient besoin de savoir, c'est qu'est-ce qu'ils ont besoin de nous et comment ils peuvent nous aider, que ce soit petit ou grand. Une sœur m'a ramené des plats congelés, santé, nutritieux. De cette façon, les jours qu'on revient de la dialyse à 6h30 le soir, on peut mettre ces plats congelés dans le micro-ondes et avoir quelque chose de délicieux à déguster sans attendre à 10 heures le soir. Alors, c'est vraiment ça. Et de prendre contact, de parler avec les gens. Ce que nous avons trouvé dans notre communauté, c'est lorsqu'on s'est mis à parler aux gens de notre cheminement des reins, il y en a d'autres qui ont dit, ah oui, ma mère est sur la dialyse, mon père est en dialyse. On ne savait pas que certaines de ces personnes avaient des difficultés de reins avant qu'on se soit mis à en parler. Et ensuite, avec les travailleurs sociaux, et on peut se soutenir l'un l'autre parce qu'on sait ce que nous traversons ensemble. Alors, parlez aux gens de ce que vous avez de besoin et ça va venir. Je suis d'accord. Et une des raisons pour cette session et le but de cette session, c'était
similaires, de rassembler les gens qui passent à travers des expériences similaires et de partager leurs expériences. C'est un très bon point. Et maintenant, nous savons que les soins viennent avec ses propres défis et on a des stratégies pour gérer des stratégies d'adaptation. Ma prochaine question est pour Sharon. Sharon, qu'est-ce qui a été l'aspect le plus difficile à être soignante et la stratégie du comment que tu t'es adaptée? Le plus grand défi, je crois, il y en a quelques-uns. Le premier, c'est ne pas savoir ce que vous faites. Quand on commence, on n'a aucune idée. On se fait lancer dans l'histoire des reins et on ne sait pas ce qu'on fait vraiment. Et le deuxième, c'était la COVID. Et la COVID était un grand défi pour chacun d'entre nous parce que tout d'un coup, le gars de livraison ne peut plus rentrer chez vous. Alors là, il faut aller chercher les fournitures du haut des marches dans votre maison. Il faut s'asseoir à l'extérieur de la salle d'urgence. On ne peut pas rentrer dans tous les rendez-vous. Naviguer ces défis ont été difficiles aussi. Et encore, c'était de demander de l'aide. On a obtenu de l'aide des grands-neveux forts qui nous rentraient ces boîtes dans la maison. Dès qu'ils voyaient le camion arriver, ils venaient à la maison et ils attendaient de nous aider pour les rentrer. Et parler avec les prestataires de soins de santé, de nous jaser, de dire, je suis sa représentante, je dois aller dans les rendez-vous avec mon mari et c'est tout. Et les médecins ont pu, sans crier, mais on a été plus affirmés qu'avant la COVID. Et les défis de ne pas savoir ce qu'on fait, on a commencé à poser des questions. On a appris à lire les tests sanguins. On a des petits défis de la sorte. En Colombie-Britannique, on a la capacité de recevoir nos résultats sanguins en ligne. Alors, on peut les voir le lendemain de la prise de sang et si la diète a besoin d'ajustement, on peut l'ajuster tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre l'équipe de soins de santé pour nous dire que le potassium est trop élevé ou que les phosphates sont trop basses ou peu importe ce que c'était. Et encore, avec des thérapies, il fallait continuer à téléphoner et de dire on a besoin de cette thérapie. Où sommes-nous sur la liste d'attente? Transfusion de fer était 2 mois plus loin et des soins de santé. On a fait d'autres appels téléphoniques. On s'est fait transférer à une autre unité plus rapidement. Alors, d'apprendre à prendre notre voix. Ça, c'est vrai. Et je suis d'accord, ce n'est pas tout le monde qui vient d'un contexte médical et des fois, c'est difficile à comprendre comment les reins fonctionnent, qu'est-ce que c'est la maladie. Et alors, juste de s'éduquer, de faire des recherches, c'est absolument une des meilleures stratégies. Maintenant, transférons le focus à l'aspect de donner des soins. C'est la communication et la représentation. Et Joshi, j'aimerais t'entendre sur ce sujet. Pourrais-tu commencer à parler de la situation sur la communication efficace avec les prestataires de soins de santé en tant que patiente de rein? D'accorder une priorité à l'auto-soin qui a eu un impact positif sur votre capacité à prodiguer des soins aux patients rénals. Moi, j'ai beaucoup représenté mon père. Mon père est très timide. J'ai eu à être à ses côtés lors de ses rendez-vous. J'ai eu à poser des questions de sa part. J'ai eu à parler avec des médecins, à demander des questions aux médecins de la part à mon père. J'ai eu beaucoup à apprendre. J'ai eu à m'éduquer. J'ai eu à éduquer de la part de mon père et de la part de ma mère. J'ai eu à apprendre à être un médecin. Alors, ça a été un cheminement difficile pour moi-même dans l'apprentissage et de m'éduquer. S'il y a une chose que j'ai à vous dire à tous, c'est éduquez-vous, éduquez-vous. Parce que oui, les médecins sont bons, les néphrologues ils sont bons, les kinésithérapeutes, etc. Ils sont tous bons. Mais comme Erwin l'a dit, c'est une surcharge d'informations que nous allons dans ces écoles de 3 jours ou de 3 heures. Pour nous, c'était un jour, mais c'était tant d'informations que je n'ai pas quitté. Et je me disais, mais qu'est-ce qui vient de se produire là-dedans? J'ai eu beaucoup à apprendre de par moi-même. Et cela étant dit, j'ai continué à téléphoner et à téléphoner aux infirmières
et à écrire des courriels. Et ils se sont probablement tannés de moi dans les premiers 6 mois, sûrement. Et ils me connaissent tous. Joshie, Joshie, oui, c'est Joshie, la voilà encore. Les questions étaient sur format répète. Une des choses que j'ai fait aussi, c'était devenir membre du Cercle des reins, les habitudes de bien-être des reins pour le soutien, santé physique, mentale, spirituelle et émotionnelle pour les patients des reins et pour les proches aidants comme moi-même. Et ça offre beaucoup d'informations, ça nous éduque énormément. Vous pouvez demander à d'autres soignants des questions, n'importe quelle question que vous pourriez avoir. Alors, tout cela est très bien. Alors, un auto-cheminement, l'auto-soin, votre valeur à vous, c'est critique pour vos membres de famille. C'est très important. Chacun d'entre vous, les orateurs l'ont dit, de prendre du temps pour soi-même, c'est important. Moi, je m'occupe de moi, je suis obligée. Sinon, je serais probablement dans l'asile et je dois aller nager. C'est vraiment mon choix d'activité. À tous les jours, je dois y aller. Je vais prendre des cafés, je vais prendre des marches, je vais faire de l'exercice. J'ai besoin de ça. Sinon, ma tête sera ailleurs et cela me rend plus forte. Alors oui, de me présenter dans des appels virtuels tels que celui-ci et des appels, j'en ai fait plusieurs de ça. Oui, ce sont de très bonnes suggestions et des idées, Joshé. Oui, l'auto-soin est très important, le soin de soi-même. Et lorsqu'on parle du soin de soi-même et le bien-être, a- avez-vous des conseils de bien-être pour les autres? Moi, je médite le soir personnellement. Je fais beaucoup de yoga le soir. Et il y a des applications sur vos téléphones que vous pouvez télécharger. Il y a des sons de musique pour vous endormir. C'est bon pour la tête, pour le cerveau. Ça calme, c'est bon pour la santé. Moi, je le fais toujours, mais je fais aussi du yoga. Alors, pour la personne qui ne fait pas de yoga, écoutez de la musique douce, c'est génial. Et la musique est disponible à la télévision aussi. Vous pouvez utiliser de la musique de détente et cela calme le mental. C'est merveilleux. Je vais aussi dans les saunas et je détends mon corps. Le corps a besoin de se reposer, de se détendre en tant que soignant. Prendre des marches et aller se promener dans le bois, tout ça, c'est bon. La nature est merveilleuse. C'est vrai. Et je suis d'accord. Parfois, en tant que soignant, on ignore nos propres besoins et de s'occuper de soi-même. Et parfois, on finit par s'épuiser et on ne veut pas ça en tant que soignant. Alors, ce sont de très bonnes suggestions. Merci, Joshie. Maintenant, pour rester consciente du temps, nous faisons une transition vers la partie finale de notre causerie. Et comme confirme la phase de discussion, j'invite Judy à partager ses opinions. Quels sont des conseils ou des suggestions que vous souhaiteriez avoir reçus au début de votre cheminement de soignante? Ah oui, Yash. La chose la plus grande qui m'a frappée, c'était d'accepter de l'aide lorsque les gens l'offrent. Et il me disait, comment vas-tu? Et je disais toujours, ça va, sans vraiment savoir que je n'allais pas du tout. Et c'est si important. Et j'avais des gens plus intelligents que moi-même qui m'ont dit, les gens ne savent pas ce que tu vis. Alors, lorsqu'ils t'offrent de l'aide, prenez-le. Et le plus petit geste qu'ils peuvent faire, comme aller à l'épicerie, chercher un pain, si vous n'aviez pas eu le temps d'aller le chercher, laissez-leur aller le faire. Ils veulent vous aider. Et dans la majorité des cas, on peut être élevé pour être fort et vous ne croyez pas avoir besoin de l'aide, mais vous l'avez vraiment, vraiment besoin. Et moi, j'aime beaucoup marcher. Je marche
l'image dans mon introduction a été prise il y a quelques semaines. Je sors marcher souvent avec ma sœur et il y a un parc là où nous vivons et nous avons marché à travers le parc et c'est un endroit merveilleux pour laisser les pensées, oublier tout le reste. Et présentement, je suis à Disney World en vacances et s'il y a quelqu'un qui a déjà été à Disney World, vous savez qu'on marche énormément. Et j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché. Et présentement, je fais plus de 20 000 pas par jour et c'est merveilleux. Mon mari, pas de temps. Et il est très fatigué. Alors, on lui loue un scooter s'il est fatigué d'avoir vieilli. Je ne devrais pas dire ça trop fort parce qu'il est dans la salle d'à côté. Et avec la COVID, la fatigue l'affecte beaucoup. Il devient beaucoup plus fatigué qu'auparavant. Mais de marcher, 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 c'est une si bonne façon de se clairer les idées. Et je conseille fortement aux gens de prendre des marches et demandez absolument de l'aide. Vous en avez besoin. Si les gens l'offrent, prenez-le. Absolument. C'est très vrai. Merci de nous avoir, de vous être joint à nous de la part de Disney World. On l'apprécie, Judy. Vous savez, je suis venue ici tant d'années au fil des ans. On est des membres ici et je n'ai jamais acheté des oreilles de Mickey. Alors, c'est peut-être un indice que je devrais faire ça aujourd'hui et peut-être que je le ferai. C'est une très bonne idée. Irvin, vous avez une question? J'aimerais rajouter simplement que ceci était une discussion que nous avons eue souvent dans le groupe de soignants que je co-facilite en termes de demander de l'aide. Plusieurs gens vont offrir de l'aide, mais ne pas vraiment savoir ce qu'on a de besoin. Et comme Judy l'a mentionné, que, oh, ça va, mais quand tu as vraiment besoin de ce pain à l'épicerie, les gens qui veulent aider s'inquiètent qu'ils ne pourront pas aider. Alors, n'ayez pas peur de dire, oh, est-ce que ça te dérangerait d'aller chercher de l'épicerie? Je n'ai pas le temps de me rendre à l'épicerie aujourd'hui. Et donnez-leur la liste des choses que vous avez besoin. Ce sera une chose de moins dans vos pensées et les gens qui vous offrent leur aide seront très heureux qu'ils ont pu rendre service. Ce n'est pas une faiblesse d'être spécifique avec ce que vous avez de besoin pour vous aider à passer à travers cette journée-là en particulier. Et cela fonctionne partout. L'exemple que nous avons fait référence, lorsqu'un soignant disait lors de l'hiver, son mari est la personne qu'elle soigne et il avait neigé il y a quelques années et elle a décidé qu'elle sortait pour aller pelleter son stationnement. Elle en a fait un peu et elle ne pouvait simplement plus le gérer. Elle avait des difficultés aux épaules et un de ses voisins a dit, aurais-tu besoin d'aide? Et elle était aveugle de dire non, tout va bien. Et elle a dit, est-ce que ça te dérangerait de finir de pelleter mon stationnement? Et cet homme était si heureux de pouvoir aider sa voisine. Ça fonctionne partout. Assigner une tâche à quelqu'un qui vous offre de l'aide, mais qui ne savent pas ce que vous avez de besoin. Tout le monde est heureux partout. Ça, c'est vrai, Erwin. Merci pour tes pensées, tes opinions. Et cela nous amène à la section questions-réponses pour ce soir. Et il nous reste 2 minutes pour notre session. Alors, je vais rapidement lire la question que j'ai reçue dans le clavardage. La question, c'est, en tant que soignant pour mon mari qui est à la dialyse à la maison, nocturne, 3 nuits par semaine pendant 7 jours. Et je pense que le plus gros défi, c'est les oreilles, ses mains. On a le soutien de la famille et les amis. Comment pouvons-nous rebâtir nos pensées et nos esprits? D'accord, les orateurs, c'est à vous de répondre à la question. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient adresser la question? J'avais la main levée et je trouvais ça intéressant parce qu'on dirait qu'il y a deux questions dans une. Il parlait de l'hémoglobine à la maison. Il y en a sûrement d'entre vous qui le font, mais on dirait qu'ils tentent de bâtir de l'aide dans leur communauté. C'est beaucoup de recherche, je dirais. Prenez contact peut-être avec ce qu'ils appellent votre communauté régulière. Présentement, de l'aide aux reins, ce n'est pas disponible depuis si longtemps. Peut-être c'est récent, depuis 1 an ou 2 seulement.
Alors, la communauté des reins elle-même, ou de prendre contact avec le médecin de la personne et vous-même en tant que soignant, je ne sais pas de là où vient la question ou de quelle partie du pays, mais j'ai aussi observé d'autres ressources. Un, c'est les soignants familiaux de la Colombie-Britannique. Ça, c'est pour n'importe quelle maladie ou tâche de soins. Et ils ont même des groupes avec qui jaser en ligne. Et c'en est un très bon. Je ne suis pas certaine s'il y a un groupe naturel, mais je ne sais pas s'il y a d'autres groupes dans d'autres provinces, mais cela a beaucoup aidé. Et le conseil serait peut-être pas vos groupes particuliers. Il se peut que vous passez à travers des groupes de handicap. Moi, j'ai pris contact avec eux à savoir quelles étaient les ressources qu'ils avaient. Peut-être que ça pouvait m'aider. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je ne sais pas quel âge ils avaient, mais lorsque j'ai commencé ce parcours, on était dans nos quarantaines et il n'y avait pas tant de ressources pour les gens de notre groupe d'âge. Je sais que ça semble drôle parce que 40, c'est pas si jeune, mais plusieurs fois, lorsqu'on prend contact, surtout dans ma communauté, ce sont des gens plus âgés. Ils vont dire, ah, vous êtes trop jeune. Alors, on ne pouvait pas atteindre les ressources. Alors, vous allez juste faire des recherches, des choses que vous n'avez peut-être même pas pensé et ça va vous assister sur votre parcours de soignant. Et les autres peuvent rajouter à propos de l'EMO maison. Merci, Cléo. Je crois qu'il y a Judy. À toi, Judy. Merci, Josh. Yash. La Fondation des reins est excellente pour cela, du moins en Ontario. Je crois que c'est national. On a un groupe de soutien des pairs et on a aussi du soutien un sur un entre pairs. Et ça, c'est énorme. Si vous avez de la difficulté, vous avez besoin de parler à quelqu'un, ils vont vous mettre en contact directement avec quelqu'un qui est passé à travers la même chose que vous avez passé à travers. Et ils vont vous appeler et vous parler directement. Ça peut être aussi impersonnel que vous le voulez ou aussi personnel que vous le voulez. C'est énorme. Et je l'ai fait moi-même travailler et j'ai appelé des appels un sur un. Et c'est merveilleux. J'ai parlé avec des gens pendant 1 heure et demie direct et des fois, ils ont juste besoin du soutien. Mais n'ayez pas peur de contacter la Fondation des reins et ils vont vous mettre en contact avec quelqu'un directement. Ça, c'est absolument vrai. Merci de l'avoir mentionné, Judy. On a absolument des bons programmes de soutien entre pairs, des sessions un sur un. Et dans nos sessions un sur un, on tente de créer un bon match pour vous. On cherche une bonne corrélation pour avoir le facteur de compatibilité. Alors, de très bonnes ressources, servez-vous-en comme le fier et servez-vous-en. Alors, voilà. Cela nous amène presque à la fin de notre session et nous n'avons plus de questions dans la section de clavardage. Alors, merci à tous pour votre information très valable et merci aux orateurs qui se sont joints à nous ce soir. Nous avons tant appris et nous avons absolument beaucoup appris de choses, de votre sagesse et de vos expériences. Et je suis certaine que ceux qui sont présents lors de cette session repartent avec des bonnes informations, des bons apprentissages dans leur parcours. Moi, j'ai une question pour toi, Yash. Les gens qui sont sur l'appel avec nous, est-ce qu'ils ont des opportunités pour prendre contact avec toi ou n'importe qui d'autre par la suite de l'événement pour des questions s'ils n'ont pas eu l'occasion de la poser lorsqu'ils étaient en ligne? Oui, alors nous avons une section chat dans le feed loop. Nos courriels sont partagés au cas où ils ont des questions. Ils pourront nous envoyer leurs questions par courriel et je pourrai vous faire suivre les questions si jamais vous aimeriez réseauter avec eux. Alors, il y a une opportunité pour connecter avec les gens de la session ce soir. Merci pour cette question, Erwin. D'accord. Alors, cela nous amène à la fin de la session. Merci à tous de vous être joints à nous. S'il vous plaît, rejoignez-nous dans nos remarques de fermeture à 17h45. Nous avons bien hâte de vous voir. Merci.